Salam alaikum. Alors dans la séance passée du cours, on a traité de la réflexion et la transmission sur deux cordes. On a considéré deux cordes de masse linéaire respectives μ1, μ2 attachées en x égale à 0, l'interface ou la jonction. Et ces cordes sont soumises à une tension, à la même tension T0. Et on a dit que l'expérience montre que si on crée une onde incidente F1 à moins l'infini, elle va se propager dans ce sens-là. Lorsqu'elle va rencontrer une discontinuité au point x0, c'est-à-dire elle rencontre un changement de propriété physique du milieu, elle est passée de μ1 à μ2, il va y avoir une onde réfléchie sous cette forme, G1, avec un argument T plus X sur V1, V1 parce que l'onde réfléchie va se propager dans le milieu 1, voilà, mais dans le sens contraire, et une onde transmise dans le milieu 2, mais avec une vitesse V2. Voilà. Alors, on a vu comment, sur des exemples, comment déduire la forme de G1 et de F1 à partir de F2, pardon, à partir de F1, et on a fait l'étude d'une impulsion triangulaire. Et on avait introduit la notion de l'onde incidente virtuelle pour déduire ces deux fonctions G1 et F2. Voilà. Alors aujourd'hui, on va continuer sur la même étude et on va voir deux cas extrêmes de cette situation physique, à savoir, on aura pour le premier cas une corde 2 massive, c'est-à-dire que la masse linéique de cette corde tend vers l'infini, voilà, c'est-à-dire la corde ici, cette corde-là de la région 2 aura une masse linéique infinie, et on va voir qu'est-ce que cela donne. Alors, tout d'abord, on va calculer la vitesse de propagation qui est égale à racine carrée de T0 sur μ2. Lorsque μ2 tend vers l'infini, on aura une vitesse nulle. Alors que l'impédance caractéristique de cette corde est racine carrée de T0 μ2 qui doit être infinie. Voilà. Alors, au lieu d'étudier ce cas où on aura une corde, je vais faire la remarque suivante, que l'onde créée dans la région 1 ne fait pas la distinction entre une corde massive dans la région 2 et un bloc mûr en x0 dont l'impédance caractéristique est infinie, difficile à soulever. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une corde de x0 à plus l'infini, on va remplacer ce milieu par un bloc ou un mur qui a les mêmes caractéristiques d'une corde massique, à savoir V2 égale à 0 et ZC2 égale à l'infini. Cela veut dire que si vous créez une onde F1 dans cette région-là, elle va se propager. Lorsqu'elle va rencontrer un mur, alors, bien sûr, il y aura des forces qui s'appliquent en ce point pour soulever le mur. Mais le mur ne soulève pas à cause de sa masse très importante par rapport à la force qu'on a appliquée sur la corde. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de vitesse de propagation dans le mur. Aussi, l'impédance caractéristique du mur est ZC2 égale à l'infini. C'est-à-dire
il ne peut pas soulever, c'est-à-dire une force ne peut pas soulever ce bloc. Voilà. Alors, en termes d'impédance, alors on a dit que l'impédance c'est quoi? C'est le rapport entre la force, c'est-à-dire l'excitation, et la vitesse d'oscillation. Il faut faire attention ici, c'est la vitesse d'oscillation du mur de haut en bas. Alors, vous appliquez une force finie, voilà, à travers la corde, mais vous n'aurez aucune réponse sur le mur, c'est-à-dire il n'y a pas d'oscillation du mur, c'est que on a une valeur finie sur une valeur nulle, on aura une infinité. L'impédance caractéristique du mur égale à l'infini, c'est-à-dire il ne laisse pas passer une onde de ce côté-là. Alors pensez à un côté électrique, à un circuit électrique ouvert. C'est-à-dire le courant ne peut pas passer à travers du fil vers l'air, vers le fil. C'est ça, une impédance ou une résistance infinie. Voilà, c'est une analogie avec un circuit électrique. Alors on va étudier ce cas-là. Alors j'écris ici que pas d'onde transmise car pas de propagation dans le milieu 2. Voilà, c'est par intuition physique, mais on aura le résultat mathématique qui confirme ce passage-là. Voilà. Alors, l'onde réfléchie, comme on l'a vu la fois passée, G1 de T plus moins X sur V1 égale à V2 moins V1 sur V2 plus V1 F1 T moins X sur V1. Il faut se rappeler ici que F1 n'est pas l'onde incidente réelle, mais plutôt l'onde incidente fictive ou virtuelle qu'on a utilisée pour trouver le G1. Voilà. Car cette expression n'est valable que en x égale à 0, mais aussi puisque F1 n'est pas défini dans l'intervalle de 0 à plus l'infini. Mais quand même, on trouve que G1 égale à, c'est-à-dire si V2 égale à 0, on aura moins V1 sur V1 égale à moins F1, mais en x égale à 0. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? L'onde réfléchie est inversée, puisqu'on a le signe moins, tout en gardant l'amplitude de l'onde incidente, c'est-à-dire elle ne sera pas diminuée. D'autre part, la fonction f2 de l'onde transmise, si on remplace V2 ici, on aura 0. Voilà, c'est le résultat qu'on a prédit là. Voilà. Pas d'onde transmise à travers le mur. Voilà. Alors, maintenant, on va reprendre le cas d'une impulsion triangulaire qu'on a vu la fois passée, avec, bien sûr, on va garder la vitesse V1 à laquelle se propage l'onde incidente dans ce sens-là en une unité par seconde. Et on va, pour faire simple, on va supposer que l'onde ou cette impulsion triangulaire est créée à t égale à 0, voilà, à cet endroit-là. Alors, un calcul mathématique simple vous fait vérifier que, bien sûr, cette onde n'a pas une forme analytique unique. On doit avoir la partie gauche de F1 et la partie droite de F1. Alors, cette forme-là, elle est gauche, elle est égale à moins 0,5 parce que c'est la pente. On a 1 sur 2, voilà, 1 sur 2, voilà, pour la partie gauche, moins 0,5. T moins x sur 1 c'est la vitesse V1. J'ai fait exprès ici pour vous montrer que cette forme a l'argument de T moins x sur V1, moins 5 bien sûr. La forme F1 de
D, c'est-à-dire droite, cette partie-là de la, hein, elle est égale, elle peut s'écrire sous cette forme, moins t plus x sur 1 plus 1. Et vous pouvez vérifier, d'ailleurs on va vérifier ça ensemble. Voilà, c'est cette onde incidente qu'on va créer en t égale à 0. Elle va se propager dans cette direction et on va voir comment ça va donner une onde réfléchie qui va se déplacer dans cette direction-là. Voilà. Alors, maintenant, pour... on a dit que t égale à 0, la onde est créée en cet endroit-là. Alors, pour t égale à 0, on va remplacer dans cette expression t par 0. Et on va voir que cette fonction, elle est égale à moins 0,5 moins x moins 5. f1 de d à t égale à 0 égale à moins 0,5 x plus 1. Vous pouvez vérifier ça. Voilà. L'impulsion s'étend de moins 5 à moins 1. Voilà. Vous pouvez voir ça. Maintenant, après une seconde, l'onde s'est déplacée vers moins 4, 0. Bien sûr, en gardant son amplitude 1. Et bien, on remplace dans l'expression là le t par 1 et on aura f1 de g égale à moins 0,5, 1 moins x moins 5 et f1d, c'est-à-dire la partie droite de l'impulsion égale à moins 0,5 moins 1 plus x plus 1. Vous pouvez vérifier en x égale à 0, x. Voilà. Maintenant, après une seconde, l'onde s'est déplacée et on voit bien qu'une partie de l'onde incidente a dépassé le 0, c'est-à-dire le milieu. On est entré dans le milieu, l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est-à-dire que cette partie-là n'est plus une onde incidente réelle, mais c'est l'onde incidente virtuelle qu'on va utiliser pour déduire la onde réfléchie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Voilà, pour t égale à 2, on va remplacer t par 2. Voilà. On aura f1 de g, c'est cette forme. f1d, c'est-à-dire la droite, voilà, c'est cette forme. Maintenant, comment trouver g1, c'est-à-dire cette partie en vert? On va utiliser les formes, voilà, on va utiliser cette forme-là, voilà, c'est la forme virtuelle, et on aura G1 à t égale à 2 plus moins x sur V1 égale à 0,5 moins x moins 2 moins x plus 1, voilà, c'est-à-dire cette partie-là est déduite de la forme f1 de d de la droite, bien sûr de la partie qui s'étend de 0 à plus 1. Voilà. Maintenant, dans la région réelle, c'est-à-dire de moins l'infini à 0, l'onde, c'est la superposition de l'onde f1d de moins 1 à 0, c'est-à-dire cette partie en noir, plus l'onde en vert, c'est-à-dire l'onde réfléchie. Voilà. Et si on fait la somme de ces deux droites, on aura moins x. Voilà. F1D, c'est cette partie en bleu. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est-à-dire à t égale à 2s, l'onde, la forme de l'onde, c'est celle-là. Voilà. C'est cette partie en noir, la partie en bleu. Voilà. À t égale à 2s. On continue. Voilà. Maintenant, à t égale à 3s, l'onde, normalement, elle s'est déplacée. Voilà. C'est cette forme-là. Bien sûr, cette partie, c'est l'onde incidente réelle. Alors que cette partie-là, de 0 à plus l'infini, c'est l'onde incidente virtuelle. Alors, bien sûr, F1 de G, on va remplacer t par 3 secondes. V1, on va la remplacer par 1, voilà. Et on aura cette partie, la partie gauche, voilà.
La partie droite, c'est la partie de l'onde incidente virtuelle. C'est moins 0,5 moins plus x plus 1. Maintenant, l'onde réfléchie, on va la déduire de l'onde incidente virtuelle, bien sûr, de la formule qu'on a vue précédemment. Bien sûr, G1 de 3 plus moins x V1, on va prendre la partie, voilà, celle-là, de F1 de D, voilà, et on trouve G1. Vous pouvez vérifier ça. Maintenant, l'onde réelle, c'est la somme de l'onde incidente et de l'onde réfléchie, et on voit bien que ça donne 0. Voilà. Si vous rajoutez cette fonction à cette fonction-là, vous devez avoir 1, 1, 0. C'est-à-dire, à un moment donné, l'onde s'annule. Et juste à t égale à 3 secondes. On continue notre chemin. L'onde, normalement, doit parcourir une unité pendant une seconde, c'est-à-dire à t égale à 4 secondes. Elle doit avoir cette forme-là. C'est-à-dire, l'idée, c'était quoi? C'est de considérer comme s'il n'y avait pas de mur ou de milieu de. Voilà. Alors, on va écrire, on va remplacer t par 4, voilà, on aura ces formules, vous pouvez les vérifier vous-même. Maintenant, on va utiliser cette partie, voilà, pour déduire la forme de G. Et vous pouvez voir qu'il y a une symétrie, voilà. Alors, cette partie-là de l'onde réfléchie, on va la déduire de cette forme, c'est-à-dire F1 de G, on va la déduire de F1D. Voilà. Parce que c'est la forme F1 de, voilà, plutôt c'est F1 de G1 de D. Voilà. On va la déduire de F1 de G. Et F1 G1 de G, on va la déduire de F1 de D. Voilà. Maintenant, la forme, bien sûr, entre moins 3 et moins 1, on aura la forme, c'est-à-dire la forme, elle reste la même, voilà, puisqu'il n'y a pas d'onde incidente dans cette région, alors que dans cette région, c'est la somme entre l'onde incidente en noir et l'onde réfléchie en vert. On aura cette forme-là, c'est F1 de D, voilà. C'est F1 de D. Maintenant, l'onde se déplace. Elle a dépassé le x égale à 0. Bien sûr, vous pouvez voir qu'il y a une symétrie et une inversion avec l'amplitude qui est gardée. Voilà. Alors, F1 de G, c'est ça. On va remplacer T par 5. F1 de D par 5 et on aura la formule de F de T de G1 de G qui est déduite de cette partie, c'est-à-dire de F1 de G, voilà, G1 de D, et la partie gauche de l'onde réfléchie, c'est-à-dire G1 de G, elle est déduite de F1 de D. Et on aura cette forme de l'onde qui s'est inversée en gardant l'amplitude de la forme incidente. Voilà, c'est un exemple très instructif. J'espère que vous avez saisi la démarche. Voilà. Et voilà. Alors, en récapitulant, on aura une onde, on a créé à t égale à 0 secondes une onde incidente de cette forme-là. Après 5 secondes, on aura cette impulsion triangulaire qui s'est inversée tout en gardant son amplitude. Voilà. Bien sûr, en t égale à 6 secondes, elle va
se déplacer dans cette région, dans cette direction, bien sûr, en parcourant une unité par seconde. Voilà, c'est la forme qu'on a créée à t égale à 0, et c'est la forme qu'on a eue à t égale à 5 secondes, avec, bien sûr, on a utilisé ces deux formules pour déduire la forme réfléchie. Voilà. Maintenant, le deuxième cas, c'est le cas d'une corde sans masse, c'est-à-dire la corde 2 dans la région 2, elle est sans masse ou presque. Voilà, ça va être égal à 0, sinon on n'aura pas de corde. Alors dans ce cas, la vitesse dans le milieu 2, c'est racine de t0 sur mu2 avec mu2 égale à 0, ça va être infini. Et zc2 égale à racine carrée de t0 mu2 qui est égal à 0. Alors c'est le cas, si vous pensez à un circuit électrique, et ben c'est le cas d'un court-circuit. C'est-à-dire la résistance est enlevée et on va relier les deux fils, voilà, entre eux. Alors au lieu de travailler avec deux cordes, avec une corde qui est de masse très petite, on va supposer, c'est le même cas, c'est-à-dire c'est la même situation, on va supposer qu'on a une corde dans la région 1 attachée à un anneau sans masse qui peut se déplacer verticalement sans frottement. Voilà. C'est-à-dire l'onde qui va se propager dans cette région-là, l'onde incidente, ne fait pas la différence entre cet anneau sans masse et qui se déplace sans frottement et une corde qui est sans masse. Voilà. Et on préfère étudier cette situation-là. Voilà. Alors, c'est le cas, voilà, c'est x égale à 0, on aura zc2 égale à fy sur v de y. Alors, c'est-à-dire que dans ce cas, une force presque nulle peut donner un déplacement. Voilà, c'est le cas dans un circuit électrique. La simple excitation peut donner un courant électrique parce qu'il n'y a pas de résistance. Voilà. Alors pas d'onde transmise car le milieu de propagation est absent. C'est dans ce cas-là. Voilà. Il n'y a pas de milieu, c'est pour ça l'onde de transmission n'est pas absente. Mais dans le cas où il y aura une corde, on aura un autre résultat. Alors pour l'onde réfléchie, on va étudier ça bien sûr avec, il faut faire attention que F1 c'est une onde fictive ou virtuelle, mais quand même on va utiliser cette expression là, en x égale à 0, ça va être égal G1 de t égale à V2 moins V1 sur V1 plus V1 plutôt, F1 de t. Alors puisque V2 est infini, voilà, on aura V2 sur V2 égale à 1 et on aura plus F1 de t. Alors, c'est quoi ce résultat? C'est que l'onde réfléchie ne sera pas inversée et elle garde l'amplitude de l'onde incidente F1. Alors maintenant, pour l'onde transmise, on va utiliser l'expression qu'on a vue précédemment, F2 de t égale à 2V2 sur V2 plus V1 F1. Et bien, ça donne 2F1. C'est quoi ça? C'est que l'onde transmise, si on avait une corde, une deuxième corde, on aura l'onde transmise qui a une amplitude double de l'onde incidente. Voilà. Et on ne va pas étudier ce cas-là. On va plutôt voir le cas d'une corde qui est attachée à un anneau. Mais vous pouvez faire l'étude, c'est simple. Voilà. Alors, je ne vais pas faire la démarche pour le premier cas, mais je vais donner plutôt juste les résultats. Voilà, normalement, si vous avez
saisi la démarche pour le premier cas, vous pouvez vous-même déduire les relations écrites ici. Voilà. On aura, je vous donne juste le AT égale à 0. On a créé une onde incidente à cet endroit-là. Elle va se déplacer, elle va rencontrer ce qu'on appelle une extrémité libre. Voilà. Elle va rebrousser chemin, mais avec la même phase, c'est-à-dire elle est toujours positive, côté positif, tout en gardant l'amplitude. Voilà. Alors on est parti avec ces deux formes, la forme gauche, la forme droite, et on est revenu avec une onde réfléchie avec deux parties, droite, gauche et droite, avec ces expressions-là. Voilà. De façon générale. Et vous pouvez voir que pour la forme G, le T et le X ont le même signe, moins, moins. Voilà. T plus X ou là, ou bien moins T moins X. Voilà. C'est ce qu'on a formulé précédemment. Voilà. Alors maintenant, puisque on parle de coefficient de réflexion et de transmission pour l'amplitude, c'est-à-dire que l'onde, elle va se déplacer dans cette direction, elle va rencontrer une discontinuité en x égale à 0, c'est là où les formes G1 et F2 vont connaître leurs amplitudes et leurs signes. C'est-à-dire c'est là où les trois formes se rencontrent. Alors en x égale à 0, voilà, on pouvait prendre n'importe quel point, mais pour la simplification des calculs, on a pris x égale à 0. Alors on peut en x égale à 0 définir ce qu'on appelle les coefficients de réflexion et de transmission pour l'amplitude. C'est-à-dire on va relier, d'ailleurs on a déjà trouvé ces relations-là, c'est les relations qui relient le G1 à F1 et F2 à F1. Parce que F1 est censé connu, parce que c'est nous qui l'avons créé. Alors, bien sûr, on a cette relation-là. V2 moins V1, c'est la constante qui relie F1 à G1 à F1. Et cette expression-là qui relie F2 à F1. Voilà, en x égale à 0, c'est ça. G1 de t, c'est en x égale à 0 que les choses se passent. Voilà, F2 de t. Alors, cette forme-là, V2 moins V1 sur V2 plus V1, est connue sous le nom de coefficient de réflexion pour l'amplitude. Voilà. C'est R, et on le note petit r, c'est G1 sur F1 de t, égale à V2 moins V1 sur V2 plus V1. Voilà. Maintenant, on peut, à une condition que les deux cordes sont, les deux milieux sont soumises à la même tension, ZC1, c'est l'impédance caractéristique du milieu 1, ZC2, c'est l'impédance caractéristique du milieu 2, T0 sur V1, on a déjà trouvé, T0 sur V2. Si on remplace ici V2 par son expression en ZC2 et V1 son expression en ZC1, un calcul simple vous donne le R, le coefficient de réflexion pour l'amplitude, parce qu'il y a une relation avec les amplitudes des ondes, des impulsions. On aura cette expression-là, ZC1 moins ZC2 sur ZC1 plus ZC2. Il faut faire attention, ici c'est V2 moins V1, alors que ici c'est ZC1 moins ZC2. Alors on les appelle souvent les équations de Fresnel. Voilà.
Maintenant, pour le coefficient de transmission, alors en x égale à 0, c'est le coefficient de transmission défini en x égale à 0. C'est le rapport entre F2 et F1 en x égale à 0. C'est égal à 2V2 sur V2 plus V1. Ou encore en utilisant les relations entre les vitesses de propagation et les impédances caractéristiques, on aura T égale à 2ZC1 sur ZC1 plus ZC2. Alors ici, vous devez mettre ZCC2. Voilà. Alors une remarque importante, c'est que les expressions de R et de T en fonction des impédances caractéristiques ZC1 ne s'écrivent de la sorte que si les deux cordes sont soumises à la même tension, T0. Il faut faire attention. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'on va les mettre sous forme de ZC1, ZC2, il faut faire attention aux relations. Voilà. Alors, j'aimerais bien revenir sur la forme, cette forme-là. R égale à ZC1 moins ZC2. Et on peut vérifier que, par exemple, le milieu 1 a une valeur finie, alors que le milieu 2 a une valeur infinie. C'est le cas, par exemple, d'un mur. Voilà. On ne peut pas le soulever et qui ne empêche une onde à se propager. ZC2, elle est infinie. Et bien, moins ZC2 sur plus ZC2 égale à moins 1. C'est le résultat qu'on a trouvé précédemment. De même, voilà, si ZC2 est infini, on aura quelque chose de fini sur infini, c'est 0. Et bien, on n'aura pas d'onde transmise. Voilà. Alors, il y a une relation très importante qui relie les coefficients de réflexion et de transmission. Si on fait la somme de 1 plus R, c'est V2 moins V1 sur V2 plus V1, on aura 2V2 sur V2 plus V1, qui n'est autre que le coefficient de transmission. Et on tombe sur une relation importante entre les coefficients de réflexion et de transmission, en l'occurrence 1 plus R égale à T. Voilà. C'est pas évident cette relation parce que on a tendance à avoir la relation plutôt T plus R égale à 1. C'est-à-dire on a une onde réfléchie et une onde incidente, ou plutôt transmise, qui ont pris naissance d'une onde incidente. Mais là, c'est pas évident, c'est le contraire. On aura 1 plus R égale à T. Voilà. Alors maintenant, on va passer à autre chose. On reste toujours dans les coefficients de réflexion et de transmission, mais d'une autre nature. Alors, puisque le milieu est sans frottement, il y a la conservation de l'énergie à l'interface x égale à 0. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais anticiper un petit peu. Alors, la conservation de l'énergie implique que la puissance incidente doit être égale à la somme des puissances réfléchies et transmises à l'interface, puisqu'il n'y a pas de dissipation dans le milieu, ce qui est créé comme onde incidente, ou bien sûr comme énergie incidente, va se séparer en deux parties, une onde réfléchie et une onde transmise. Voilà, c'est la relation de la conservation de la puissance instantanée. Voilà, instantanée en x égale à 0 de l'onde incidente égale la puissance instantanée en x égale à 0 de la puissance réfléchie plus la puissance transmise. Maintenant, je vais rappeler c'est quoi la puissance instantanée. Alors, la fois passée, dans un cours, on a donné l'expression de l'énergie totale d'un élément dx qui est égal à l'énergie cinétique, voilà, plus l'énergie potentielle. Voilà. Alors on a vu, on a vérifié ce qu'on appelle l'équipartition de l'énergie.
c'est-à-dire ce terme-là, il se trouve que ce terme-là est égal à ce terme-là. Alors, DET, c'est le double de l'un de ces deux termes. Et on va prendre ce terme-là, c'est-à-dire celui qui contient la dérivation de Y, le déplacement par rapport au temps. Parce que on a affaire à un point, c'est-à-dire une étude en un point X bien défini. Voilà. C'est pour ça on va prendre ce terme-là, bien sûr, un demi ça sauté. Mettons la puissance instantanée en x égale à 0, c'est quoi? C'est la dérivée de ET par rapport au temps. Voilà, c'est DET par rapport au temps. dx sur dt, on a vu que c'est la vitesse de propagation. Voilà, il faut faire attention, c'est pas la vitesse d'oscillation, mais c'est plutôt la vitesse de propagation. On aura la puissance instantanée en x égale à 0 égale à la masse linéaire du milieu considéré fois la vitesse de propagation fois dy sur dt au carré. Voilà. Alors bien sûr, la conservation implique cette relation. La puissance instantanée égale à la puissance réfléchie plus la puissance transmise en x égale à 0. Et on va remplacer ici mu par le milieu étudié. V1, c'est la vitesse de propagation. Y, représente la forme de l'onde. C'est pour ça, pour la puissance instantanée, on va remplacer par incident plutôt, c'est F1, c'est la forme incidente de t, parce que en x égale à 0. Voilà. Égale à mu1 V1, puisque la forme, l'onde réfléchie se déplace dans le milieu 1, c'est-à-dire sur la corde avec une masse M1, mu1 et une vitesse V1, plus mu2, la puissance transmise, c'est mu2 V2, la dérivée de F2T par rapport au temps. Maintenant, j'ai remplacé le D rond par D, parce que F2, elle n'est fonction que d'une variable t, puisque x est mise égale à 0. Alors, bien sûr, on sait que G1 de t, les relations qu'on a vues précédemment. Mettons la dérivée de G1, puisque cela est une constante, V2 moins V1 c'est une constante, on aura la dérivée de G1 par rapport au temps égale R, puisque cela c'est le R, c'est le coefficient de réflexion pour l'amplitude. Il faut rajouter cette notion d'amplitude. Maintenant, F2 égale à cette relation, c'est le T, c'est-à-dire le coefficient de transmission fois Fn de T. La dérivée F2 par rapport au temps égale à T, le coefficient de transmission, fois la dérivée de F1 par rapport au temps. Et on remplace ces résultats dans l'expression de la conservation de l'énergie. Voilà. Alors, maintenant, on a la puissance réfléchie égale à mu1 V1, la dérivée de G1 par rapport à T. Alors ici, c'est T. Voilà. Il faut faire attention. C'est T égale à mu1 V1 R2, la puissance R au carré. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé ici. R, la dérivée de G par rapport au temps, égale à R dt. Alors là, on élève cela au carré, on aura R au carré, la dérivée de F1. Voilà. Et on aura, mais puisque mu1 V1 df1 sur dt au carré, c'est la puissance incidente. Voilà, c'est la puissance incidente, celle-là. On aura la puissance réfléchie égale R au carré, la puissance incidente. Voilà. De même, on a P de t égale à mu2, alors c'est la dérivée par rapport à x et non pas par rapport à t et non pas par rapport à x au carré. On aura mu2 v2 t2, la dérivée de f1 par rapport au temps au carré. Mais puisque on a f1 et mu2 v2, on est obligé à
multiplié par mu1 V1 et divisé par mu1 V1 pour avoir la puissance incidente fois un coefficient mu2 V2 sur mu1 V1 T au carré égale à, vous pouvez faire, puisque V2 c'est la racine carrée de T0 sur mu2, et bien on aura la racine carrée de T0 mu2, et mu1 fois V1 avec V1 égale à racine carrée de T0 sur mu1, on aura racine carrée de T0 mu1, et vous voyez que ce sont là des impédances caractéristiques du milieu 2, et l'impédance caractéristique du milieu 1, ZC1 fois T2, la puissance instantanée. C'est-à-dire, ces deux relations nous ont permis de relier la puissance réfléchie à la puissance incidente par un coefficient et la puissance transmise à la puissance instantanée par un autre coefficient. Voilà. Et on définit les coefficients de réflexion pour la puissance. Auparavant, on a défini ce qu'on appelle le coefficient de réflexion pour l'amplitude R, petit r, alors que là, on définit le coefficient de réflexion pour la puissance à l'interface x égale à 0 comme le rapport grand R, PR, la puissance réfléchie sur la puissance incidente, voilà, et c'est bien R au carré, voilà, R au carré. Bien sûr, on peut le mettre sur la forme des impédances, R qui est égal à ZC1 plus moins ZC2 sur ZC1 plus ZC2 au carré, voilà. Et le coefficient de transmission pour la puissance, qui est le rapport entre la puissance instantanée en x égale à 0 sur la puissance transmise en x égale à 0 sur la puissance incidente au point x égale à 0. On aura ZC2 sur ZC1, voilà, c'est cette formule-là, ZC2 sur ZC1 fois T2 au carré. Voilà. Et bien sûr, en remplaçant T par son expression, on aura le coefficient de transmission pour la puissance qui est égal à 4 ZC1 fois ZC2 sur ZC1 plus ZC2, ici, voilà, il faut faire attention, ZC2 au carré. Voilà. Bien sûr, un calcul simple vous permettra de vérifier que la T, c'est-à-dire le coefficient de transmission plus le coefficient de réflexion pour la puissance, la somme des deux égale à 1, c'est un signe de la conservation de l'énergie dans un milieu non dissipatif. Merci.